L'essence de la danse. Le podcast qui met de la conscience dans le mouvement. J'envoie un message, voilà, je suis de France, je veux venir apprendre avec vous, etc. Je crois qu'ils ont cru que c'était un gag. Au début, personne ne me répond. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui me répond, qui me dit « Bah écoute, quand tu seras là, passe à l'école. » Moi, je le prends au pied de la lettre. C'est bon, tu vois, ils m'attendent, quoi. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre d'une femme dont les jambes racontent une histoire. Une histoire de rythme, de culture et de passion, celle de Veronica Cristini. Née à Paris, nourrie dès l'enfance par les sons de la Colombie, elle découvre très jeune que son corps sera son langage. À 13 ans, elle monte sur scène, à 18, elle enseigne déjà, mais ce n'est qu'à Cali, capitale mondiale de la salsa, que la danse devient pour elle une évidence. Moi, j'arrive en Colombie, j'ai pas les capacités techniques et physiques que la plupart ont, parce que ça fait des années qu'ils le font. Tout ce qui est souplesse, grand écart, facial, latéral. J'ai jamais fait d'acrobatie. La seule chose que j'ai, c'est ma super motivation et mon obsession, en fait. Formée auprès des champions du monde de salsa caleña, elle va danser dans les plus grands festivals de Colombie, se produire au Japon, puis revenir à Paris pour fonder son école, Salsa Cali Style. Dans cette première partie, on remonte aux origines. Son double héritage, ses premiers pas à Paris, son immersion dans la danse, jusqu'au moment décisif où elle décide de tout quitter. Bienvenue dans l'essence de la danse, le podcast qui explore le pouvoir du mouvement. Je suis Myriam Selam, journaliste et danseuse amatrice, et je vais à la rencontre de celles et ceux qui font parler le corps. Si ce voyage vous touche, pensez à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire. C'est ce qui fait rayonner les voix que vous entendez ici. Bonjour Véronica. Bonjour, merci beaucoup. Comment tu vas ? Ça va, un peu anxieuse, mais je suis bien. Anxieuse ? Ah oui, t'es anxieuse ? Oui, j'ai pas trop l'habitude de parler de moi, de manière générale, comme ça. Ça va bien se passer, tu vas voir. Ok, nickel. Alors, Christina, moi, j'ai une première question à te poser. Ton premier souvenir de danse, ce serait quoi ? Est-ce que tu peux me raconter comment c'était et tes sensations ? En fait, ça remonte à loin, parce que disons que ma mère est artiste. C'est une artiste assez complète, elle fait plein de choses. Et depuis que je suis toute petite, ma mère m'a eu très jeune et disons que c'était encore l'époque où elle faisait encore la fête. Et j'ai grandi dans une ambiance très festive, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de fêtes depuis que je suis née, où ma mère était là avec entre autres ma famille, mais aussi des amis, etc. Et mes premiers pas de danse, c'était réellement dans des fêtes comme les latinos en font souvent, un anniversaire, n'importe quelle occasion est bien pour faire la fête. Et c'était avec ma mère, parce que depuis toute petite, on voyait bien que le rythme, ça me plaisait. À chaque fois qu'il y avait de la musique, je gigotais, etc. Je faisais vraiment partie de ces bébés, enfants, qui, la musique sonnait et ça leur plaît. On voit tout de suite les yeux qui s'ouvrent, on commence à bouger un petit peu. Et ma mère, qui, comme je t'ai dit, est artiste. Et artiste de... Ah oui, danseuse, elle fait quoi ? Alors non, elle est comédienne. À la base, elle est comédienne de profession. C'est son métier dans le théâtre. C'est les études qu'elle a fait. Mais on va dire que c'est assez pluridisciplinaire. Elle a fait aussi pas mal de théâtre de rue. Il y avait de la danse, il y avait du chant, toute une mise en scène. Donc elle est assez polyvalente. Ma mère, c'est une artiste de manière assez globale. Elle dansait beaucoup quand elle était jeune. Elle adorait ça. Et du coup, quand moi j'étais petite et que j'étais là dans les fêtes, elle me prenait, elle me faisait danser avec elle. Et c'est mes premiers souvenirs de danser. Ma maman en train de m'enseigner. Tous les invités qui font une espèce de ronde autour de toi pour te voir danser, etc. Ah, t'es la petite mascotte. Exactement. T'es la petite mascotte. Et ça me plaisait déjà, quoi. Ouais. Ça me plaisait. J'aimais bien qu'on me regarde danser. J'aimais bien un peu faire le show. Je pense que je me sentais importante, valorisée. Vue. Oui, Ouais, vue. ouais. Voilà. Et donc, ta mère est colombienne. Exactement. Bien. Et donc, toi, t'es donc toute petite. Très vite, tu aimes un petit peu, on va dire, gigoter, parce qu'à cette époque-là, je pense qu'on gigote plus Oui. qu'autre chose, ce qui est très mignon. Et comment est-ce que ça évolue au niveau de la danse pour toi ? Alors, j'étais une jeune fille très active. Je voulais toujours faire plein de choses, assez sportive. J'étais un peu garçon manqué quand j'ai grandi à l'école, etc. Et ma mère, elle m'inscrivait à chaque fois à plein d'activités. Et j'étais plutôt douée un peu dans tout.
que ce soit musique ou sport. Par contre, je m'ennuyais rapidement. On va dire Ah. que je perdais l'enthousiasme, entre guillemets, rapidement. Et le seul truc qui me maintenait, c'était quand même la danse. C'est la seule discipline sur laquelle j'étais toujours motivée, j'avais toujours envie, etc. Donc, c'est comme ça, un peu comme beaucoup de jeunes filles, je pense. On te met à la danse classique quand t'es plus petite. Ensuite, j'ai voulu faire du hip-hop, du street jazz, etc. Donc, j'ai fait un petit peu plein d'autres styles de danse, mais rien de professionnel, vraiment, voilà, comme une activité extrascolaire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre, entre guillemets, des cours de danse. Mais par rapport à la salsa ou les rythmes latinos, rien du tout, vraiment. Ouais, t'étais plus classique, modern jazz, Voilà. ce genre de choses pour Ouais. les petites filles, n'est-ce pas? Exactement. Et tout ce qui était danse latine, c'était vraiment de manière empirique. Bah voilà, à la maison, ça fait partie de la culture, c'est ce qu'on écoute, c'est ce qu'on danse. Et ma mère danse très bien. Bon, pas professionnellement, mais voilà, de manière empirique, elle a une aisance avec le corps, etc. Le rythme, bon, voilà. Tu prends des cours. À 13 ans, tu vas quand même déjà rejoindre une compagnie. Ouais. C'est hyper tôt. Oui, alors moi je crois beaucoup au destin et je pense que voilà, on a peut-être un petit cheminement, pas tout pré-tracé, mais quand même voilà, une vocation, quelque chose comme ça. Et ça m'est tombé dessus, c'est-à-dire qu'à l'époque, on vivait avec ma mère en colocation avec une chanteuse qui est d'ailleurs assez connue. Maintenant, elle fait partie d'un groupe qui s'appelle Ocho y Media, elle s'appelle Claudia et je la remercierai toujours parce que c'est un peu grâce à elle, d'une certaine manière, elle a fait le lien. Et dans son groupe, dans l'espace où je crois que les musiciens répétaient, il y avait des affiches d'audition d'une école de danse qui est très connue ici à Paris, qui s'appelle Salsa Bor. Donc c'est l'une des plus anciennes écoles de danse latine qu'il y a ici à Paris. Et ils voulaient faire une compagnie d'ados, de teens, quoi. Un peu comme ce qui se fait en Amérique du Sud, mais ici en Europe, il n'y en avait pas. Ouais, c'est hyper rare ça. Ouais, c'est très rare ici. Et du coup, la porteuse du projet, c'est la femme du directeur. Et elle voulait avoir un groupe d'enfants, d'adolescents, leur enseigner des chorégraphies, les faire monter sur scène, etc. Donc, il y avait un appel à audition pour ça. Tout le monde savait depuis tout le temps que moi, j'adore la danse. Et elle ramène ça à la maison. Elle dit « Ah tiens, Véronica, est-ce que ça te dirait? Il y a une audition. C'est dans tes âges. » Ils recherchaient des jeunes entre 10 et 15. Et donc, du coup, moi, super enthousiaste. Je montre ça à ma mère, etc. Mais j'avais jamais pris de cours de salsa ou de danse latine de ma vie. J'avais pas de technique à proprement dit dans ce genre de style. Et ma mère me dit, bah écoute, si tu veux y aller, c'était le lendemain. En plus, je me rappelle. Elle l'a ramené, l'audition, c'était le lendemain et c'était au studio harmonique. Et du coup, ma mère, elle me dit, bah très bien, on y va. Bon, on va se préparer. Elle met de la musique. Elle fait, la personne qui te fait passer l'audition, elle me dit, danse. Et donc, moi, je commence à danser, etc. Je dis, bon, c'est pas mal, etc. Bon, elle me donne des conseils, un peu plus de mise en scène. Elle me dit, regarde en face, souris, ouvre les épaules. Un peu plus de posture, de comment me présenter et me faire voir. Mais c'est tout, quoi. Le lendemain, on va à l'audition. Bon, je pense qu'à cet âge-là, on est peut-être un peu moins conscient parce que maintenant que j'y pense, je me dis mais comment je n'ai pas été stressée parce que j'étais pas stressée. Ah, tu te souviens que c'était... Ouais, je me souviens que j'étais pas stressée du tout. Et puis Gaëlle, c'est la femme qui m'a fait passer l'audition, la directrice du groupe. Elle m'a mis très à l'aise. Il y avait une grosse caméra en face qui filmait tout. Oui, donc c'est un peu impressionnant quand même. Oui, c'est un peu impressionnant, effectivement. Bah, maintenant que j'y repense, je pense que là, à l'âge que j'ai, j'aurais plus de pression, alors que peut-être je suis plus préparée, tu vois. Et du coup, elle m'a appris une chorégraphie. Et ensuite, elle m'a demandé d'improviser toute seule. Donc, j'ai appris la choré, j'ai fait la choré. Et en sortant de l'audition, ma mère m'attendait dehors. Elle lui dit bon écoutez, je suis pas censée vous le dire, on va voir un peu tous les candidats et ensuite on vous donnera une réponse officielle, mais c'est exactement le profil qu'on recherche. Vraiment, voilà, votre fille, c'est exactement ce qu'on recherche pour le groupe. Qu'est-ce qu'elle recherchait exactement? Et je pense qu'elle recherchait des enfants qui étaient passionnés, qui avaient vraiment envie, qui étaient plutôt à l'aise. Et ensuite, la technique, c'est elle qui allait nous la fournir. Je pense qu'il y avait pas mal de choses à revoir et c'est ensuite ce qui a fait ma formation. Mais déjà, cet enthousiasme, ce truc d'avoir envie de le faire, je pense que c'était ça, et puis aussi d'être plutôt à l'aise avec son corps. Donc, tu as 13
13 ans, tu rentres dans cette compagnie. Comment ça se passe alors? Bah écoute, ils sélectionnent plein d'autres jeunes, il y a des filles, il y a des garçons, on commence à nous apprendre des chorégraphies, on commence à nous enseigner réellement la technique en fait. Tiens, ça c'est un pas de base, ça c'est un sous-EQ, ça c'est un tour à droite, un tour à gauche, ça se fait comme ci, comme ça. Et rapidement, on nous fait faire des chorégraphies parce que le but c'est de nous présenter sur scène. Ça reste amateur ou c'était déjà un peu professionnel? Alors, on n'était pas payé, donc si on le voit de ce côté-là, on peut dire que c'est pas professionnel, mais on dansait sur des scènes professionnelles. Et ouais, quand avec même. des professionnels. Ouais. On a fait un des premiers congrès à la Palmeraie de danse latine, qui, voilà, Salsa Bor, c'est quand même une grosse institution, une grosse école. Et à l'époque, ils avaient leur compagnie aussi, encore maintenant, mais c'est pas les mêmes danseurs, leur compagnie professionnelle. Et on partageait la scène avec eux et avec d'autres grands internationaux. C'est un super tremplin. Ouais, c'était quand même assez incroyable. Comment ça se passait l'ambiance? Parce que quand on est jeune, quand on a 13 ans, c'est quoi les souvenirs? Alors, ça se passait très bien. L'ambiance était cool. Après, comme tu dis, à cet âge-là, on rentre un peu dans la préadolescence. Il y a pas mal de choses en termes de la confiance en soi, etc. Moi, je sais que j'étais... comment dire ça? J'étais pas une fille si sûre de moi que ça. J'avais très envie et surtout que j'avais une ambition tellement forte. En fait, c'était tellement important pour moi. Limite une envie viscérale voilà, de bien faire, de faire quelque chose avec ça. Je savais que je voulais en faire un peu ma vie. Alors que bon, tous les autres jeunes, ils faisaient ça. Bon, après, je sais pas. Mais je me souviens, il y avait une autre compagnelle, une autre... comment on dit en français? Une danseuse? Oui, une autre danseuse, une autre camarade du groupe, avec qui on nous comparait beaucoup, qui s'appelle Manuela, que je salue et qui fait partie du milieu aussi maintenant. Elle a continué à danser et qui était vraiment super. Elle était excellente et elle avait beaucoup de techniques. Elle avait fait du classique, etc. Et puis moi qui étais un peu plus... j'avais une formation un peu plus empirique, on va dire ça comme ça. J'avais beaucoup moins de technique qu'elle. Je sais que je me comparais beaucoup. Je me sentais assez insegura, pas sûre de moi par rapport à ça, parce que je me disais, il me manque ci, il me manque ça, c'est jamais assez. Exactement, je l'admirais beaucoup. Le truc classique, que tu te compares, etc. Alors que on avait toutes les deux nos points forts. On était génial, mais bon, dans ta tête, t'es là, tu te dis non, mais c'est pas assez, comme tu dis, voilà, plein de choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il y avait ce côté-là que j'ai commencé à voir de moi-même. Et ça a réveillé pas mal d'insécurité parce que en fait l'enjeu pour moi il était vraiment important et vu que pour moi c'était si important, il fallait que ce soit parfait, il fallait que je sois la meilleure. Donc il y avait ce côté-là où j'étais super heureuse de le faire et ce côté-là aussi où il y avait un peu de tourment de moi vis-à-vis de moi-même, en fait, cette espèce de relation que parfois tu peux créer dans la danse qui est pas forcément super positive. Ouais, surtout quand on est jeune, qu'on se construit, on se connaît pas encore très très bien. Exactement. Et, voilà. Et est-ce que l'environnement, il était plutôt dans la compétition ou c'était on va faire ensemble? Parce que ça aussi, ça dépend. Ouais. Tu vois, l'enseignement a évolué, mais dans les cours de classique, on sait très bien que c'est la compétition d'abord. Alors, je sais pas comment ça se passe en salsa. À l'époque, c'était beaucoup moins compétitif. Bon, maintenant, ça s'est développé et on fait aussi beaucoup de compétitions en salsa. Mais pour parler du groupe dans lequel j'étais, c'était pas du tout l'ambiance. Au contraire, c'était beaucoup, voilà, on était tous mis en valeur. Mais comme je te dis, c'était peut-être de manière inconsciente, c'est-à-dire que Manuela, elle est colombienne aussi. On avait un peu le même physique, tu vois, on se ressemblait un petit peu. Même à l'heure d'aujourd'hui, il y a des gens qui me disent, alors que moi, je trouve qu'on se ressemble pas. Si tous les latinos se ressemblaient, voilà, tu vois. On est d'accord. Mais c'était un petit peu ça. Bon, on avait le même âge, les mêmes origines, elle aussi, elle est colombienne. Donc, il y avait beaucoup un peu cette espèce de comparaison. Et puis, peut-être, on était aussi les plus doués du groupe. Donc, c'était un petit peu toujours elle et moi. Et donc, du coup, voilà, moi, ça réveillait certaines choses en moi qui n'étaient pas forcément agréables à gérer parce que, comme tu dis, on se construit, on n'est pas sûr de soi, on est en train de construire sa confiance. Bon, voilà. À côté de ça, je vais à l'école, comme tous les jeunes de cet âge-là. Et on va dire qu'à l'école, ça se passe pas super bien, dans le sens où, pas au niveau de mes études, mais plutôt au niveau voilà, du comportement, de la discipline, des choses comme ça. T'étais dissipée. J'étais un peu dissipée. J'étais artiste.
rester assise pendant des heures à écouter, voilà. Je vois très bien. À prendre de l'information. C'est une catastrophe. Ouais. C'était un peu compliqué pour moi et disons que je me dissipais beaucoup. Et donc rapidement, dès que tu perds la concentration, tu essaies de t'occuper avec d'autres choses et c'est pas ce qui t'est demandé à l'école. Et j'avais aussi un souci avec l'autorité, un peu de manière imposée, comme ça. Si on ne t'explique pas les raisons, c'était voilà, je suis l'adulte et tu dois m'écouter. Et ça, j'ai toujours eu un souci avec ça. Donc, je répondais. T'étais un peu insolente, quoi. C'était exactement ça qu'on écrivait sur tous mes rapports. Voilà, insolente. Bonne, mais insolente. Oui, voilà, avec d'énormes capacités, mais machin. Voilà. Donc, disons que c'était assez compliqué. Ma mère était souvent convoquée, on m'a virée de plusieurs collèges. Ça allait quand même jusque-là. Oui. Ça allait quand même jusque-là. Et à un moment donné, je me souviens que ma mère, en pleine crise de nerfs, elle me dit « Mais mon Dieu, Véronica, qu'est-ce que tu veux faire, quoi ? Parce que là, concrètement, on te vire de toutes les écoles, ils veulent plus t'accepter dans d'autres. » Elle a commencé à me mettre dans des collèges privés, etc., machin. Et moi, je sais même pas, en fait, c'est sorti spontanément. Je dis « moi, je veux danser. » Ma mère m'a pris au pied de la lettre, elle m'a dit « Bon, écoute, si c'est ça que tu veux faire, on va s'organiser, etc. » Et elle m'a mis dans une formation. En fait, j'ai fait danse-études. Ouais, dans une formation professionnelle de contemporain. Parce que pour ma mère, la danse, c'était soit le classique, soit le contemporain. Évidemment. Non, mais on en est encore là. Non, mais c'est normal, après, on peut pas lui en vouloir. Elle voulait le meilleur pour toi. Voilà, exactement. Et puis maintenant, en vrai, je la remercie. Mais pour le coup, en fait, vu que pour elle, c'était quelque chose de populaire, tu danses ça dans les fêtes, dans la rue, en discothèque. Tu peux pas en faire ton métier. C'est pas un métier. La Évidemment. salsa, c'est pas une danse professionnelle. Voilà, c'est un truc pour la fête. Donc au début, moi j'étais un peu ok, c'est pas vraiment ça que je veux faire, mais tu suis parce que voilà, tu vois, c'est quand même ta mère qui dit tu vas faire ci, ça, machin. Et puis t'es quand même en train de danser. T'es quand même en train de danser. Du coup, c'est quand même l'échappatoire, quoi. Oui. Ah oui, je préférais clairement être à mes cours de danse que d'être à l'école. Et du coup, j'ai fait cette formation de contemporain. Mais c'est vrai qu'au début, quand t'es jeune, maintenant, t'as beaucoup plus de représentation de ce que c'est que le contemporain. Il y a plein de professeurs avec des styles différents. Mais c'est vrai que c'était assez particulier pour moi. J'étais là, parfois, je comprenais pas pourquoi on se roule par terre. C'est quand même... c'est un style qui est, entre guillemets, particulier dans le sens où c'est tellement créatif et vaste que pour une ado de mon âge, parfois, je m'y retrouvais pas. Et puis, c'était pas vraiment ce que j'avais comme représentation de moi, ce que je voulais faire plus tard, tu vois. Ouais. Mais c'est bizarre que t'avais que du contemporain, t'avais pas du tout de classique. Alors si, j'avais un peu de classique, mais c'était principalement du contemporain. Ouais. Donc, tu dansais comment, du coup ? Tu dansais plutôt bien ou vraiment, t'avais du mal à rentrer dedans ? Alors, je dansais bien, mais je me sentais pas à ma place. Je le vivais pas, je l'habitais pas. Je faisais les mouvements, tu vois. Ouais, tu l'incarnais pas. Ouais, je l'incarnais pas du tout. Et les profs, ça, ils le voyaient ? Oui. Les profs, ils le voyaient. D'ailleurs, ils disaient à ma mère, ils le disaient, elle a beaucoup de potentiel, elle est très douée, etc. Mais il faut qu'elle se lâche, entre guillemets, tu vois. Et j'étais beaucoup dans le contrôle, tu vois. Je vois. Ça dure combien de temps, cette... Alors, ça dure 2 ans. Ok. Ouais. À côté de ça, tu as quand même un petit peu de cours. Oui, à côté de ça, je continue, lycée, etc. Un peu le truc classique. Tu n'es plus insolente ? Je ne suis plus insolente, non, parce que on va dire que j'ai quand même pas mal de liberté, entre guillemets. Je sèche beaucoup les cours. Là, je rentre dans une période où je prends un petit peu plus mes aises, on va dire ça comme ça. Je prends un peu plus la confiance et je fais un peu ce que je veux, tu vois. Je suis un peu en roue libre. Et on arrive à la période de l'adolescence, les premiers copains, etc., etc. Et là, on va dire qu'il y a un petit peu un espèce de trou dans ma danse où j'arrête de danser. Ma vie personnelle a un peu influencé là-dedans, c'est-à-dire que j'ai connu mon premier copain qui était quelqu'un de très jaloux, un chéri très très toxique, beaucoup plus vieux que moi. J'avais 15 ans, il en avait 23. Et du coup, il me prend comme ça, toute jeune. Je vais en faire ce que je veux. Je vais l'avoir sous le coude. Je vais pouvoir la contrôler. Et plus de danse, plus de rien, tu vois. Eh oui, parce que s'il est jaloux, la danse, surtout quand c'est une danse à deux, si tu vas aller danser la salsa, c'est juste hors de question. Ouais. Et puis même la danse de manière générale, c'était non, on va te regarder. Non, t'habilles pas comme ça. Non, ci, non, ça. T'es jeune, t'es influençable, t'es naïve, tu crois que c'est ça l'amour, je t'aime tellement que, tu vois, tous les trucs de manipulation classique que quand
à cet âge-là, tu t'en rends pas compte, en fait. Donc j'imagine que ça a dû être une période compliquée pour toi. Ça a été une période très, très difficile pour moi parce qu'il m'a réellement coupé de tout, dont la danse, mais pas que. Et du coup, je me suis sentie très, 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 très seule. Et c'était ma seule source de joie, entre guillemets. C'était lui, les peu de moments qu'il pouvait m'apporter, où il était affectueux, attentionné, etc. Mais c'était pas forcément toujours le cas. Et plus le temps avançait, d'ailleurs, moins c'était le cas. C'est une relation assez violente aussi. Et donc, c'était très, très compliqué. On a duré pratiquement 3 ans, 2 ans vraiment ensemble. La 3e année, séparation, remise, voilà, le truc classique où tu essayes de t'extirper du truc, mais la personne, elle veut pas te lâcher, elle était toujours un peu sous emprise, etc. Et ma mère a carrément dû déménager pour que je puisse me sortir de cette relation à un moment donné. Donc, ouais, c'était compliqué. Ouais, c'était dur. Et elle a quand même senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il m'a beaucoup coupé de tout et de tout le monde. Et moi, j'ai un caractère assez fort. Je suis pas quelqu'un de soumis à l'autorité comme ça de base. Donc, en fait, c'est vraiment la vision que mon entourage avait de moi. C'était vraiment Véronica, elle se laisse pas faire, elle a un fort caractère, etc. Donc, personne pouvait s'imaginer un petit peu ce qui se passait dans ma vie personnelle et intime et amoureuse à ce moment-là. Et j'avais honte. J'avais honte d'en parler. Voilà, quoi, c'était tellement difficile. Et puis c'était tellement pas à moi aussi que j'avais trop honte, quoi. Les gens allaient me dire, mais comment ça, comment tu t'es laissé faire, machin. Bon, il y a tout un mécanisme derrière, etc. Maintenant, on en parle beaucoup plus, mais moi, j'ai pas le souvenir qu'à cette époque-là, j'avais de l'information par rapport à ça, vraiment pas. Donc du coup, non, ma mère, elle savait pas trop ce qui se passait jusqu'à ce qu'un jour, de crise en crise, de trucs de plus en plus traumatisants à chaque fois, je l'appelle sans lui dire spécifiquement que ça va pas ni quoi, mais elle l'a senti tout de suite, en fait. Elle a senti que ça allait pas du tout. Elle était à la montagne, chez des amis, etc. Elle m'a dit tu veux pas venir je te prends un billet de train, viens, rejoins-moi, ça va te faire du bien. Mais sans me dire, sans rentrer vraiment dans les détails. Et je suis partie. Et à partir de là, j'ai pu lui parler. Et j'ai commencé à vraiment m'extirper vraiment de cette relation. Mais les gens ne se disaient pas, tiens, c'est bizarre, tu danses plus. Ouais, non. En fait, j'étais avec mon copain et puis en gros, voilà, elle est dans sa période où elle est amoureuse. Puis je laissais pas non plus trop les gens s'immiscer, tu vois, dans ma vie. J'ai toujours été très... vous avez pas à donner votre opinion, à me juger. Parce que quand j'ai commencé la danse aussi, ça a été toute ma famille. Ah, mais comment ça, elle va pas à l'école comme tout le monde. Ma famille jugeait beaucoup. J'ai toujours eu beaucoup de critiques. Et puis c'était moi et ma mère face... à toute la famille de mon père, parce qu'il n'y a que la famille de mon père ici en France, qui jugeait énormément mon parcours scolaire qui n'était pas non plus classique ni parfait. Et les problèmes de discipline, de machin, c'était Véronica, elle va finir délinquante ou prostituée ou j'en sais rien, tu vois. Donc, j'ai toujours été, en gros, vous avez rien à dire, à juger ma vie, etc. Donc, j'avais instauré un peu ce cadre-là. Donc, et tu te protégeais, en fait. Donc, à ce moment-là, c'était pareil, quoi. Et puis, j'étais encore plus vieille, donc encore moins, ils allaient se permettre d'eux. Mais je sais pas, honnêtement, comment les gens l'ont perçu, ce qu'ils se sont posé des questions ou pas, parce que c'est vrai que j'étais assez distante, quoi. Donc, en tout cas, tu te sépares de cet homme qui est assez malsain, finalement. Très. On est d'accord. Et comment ça évolue? Donc, tu as terminé, j'imagine, tu as eu ton diplôme. C'est un diplôme de quoi? De danseuse-interprète, c'est bien ça? Alors, là, pour ma formation de contemporain, oui, j'ai eu mon diplôme sur cette formation-là. Mais la formation dont tu parles, c'est juste après. Je me sépare de cet homme et je me retrouve un petit peu en fait, c'est comme si ma vie, elle s'était arrêtée à un moment donné. Et là, c'est OK, qu'est-ce que je fais? J'ai terminé mes études, je suis plus avec l'autre fou. J'ai arrêté la danse. Donc là, concrètement, qu'est-ce que je fais? Je reviens à mon essence, quoi. Automatiquement, la danse et tout, machin. Et je dis à ma mère, non, mais moi, ce que je veux, c'est vraiment me former en danse latine. Regarde, comme la compagnie, parce que c'était déjà Salsa Bor, je vois, avec laquelle j'avais fait mes premiers pas. Et eux, ils avaient leur compagnie adulte. Et je lui disais, mais si, tu vois, c'est des danseurs professionnels. Il y a vraiment une carrière. Tu peux te former en tant que professionnel. Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais en soirée. Il y a une carrière professionnelle en tant que danseur de danse latine.
Et elle me dit, bah écoute, va leur demander, peut-être qu'ils peuvent te faire un programme spécialisé pour toi, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour te former là-dedans. Et en fait, il s'avère qu'ils avaient déjà une formation professionnelle. Sauf que à l'époque, j'ai 17 ans et que ils acceptent que des majeurs, tu vois. Donc bon, ils me connaissent depuis que je suis toute petite, donc ça a beaucoup influencé. Et moi, je suis née en novembre, donc la formation commence en septembre. En cours d'année, j'allais avoir mes 18 ans. Donc elle me dit, bah écoute, viens, passe les auditions. Si t'es prise, je pense qu'on pourra s'arranger. Voilà, t'es quand même à la limite de l'âge. Bon, ce sera une grande première, mais on te connaît depuis que t'es toute petite. Voilà, il y a un affect Bien aussi. Donc voilà, c'est comme ça que ça se il connaissait tes capacités, il savait que Ouais. voilà. Ouais, aussi. Donc je passe l'audition, machin, et je suis prise. Et dans ma promo, bah forcément, je suis la plus jeune. Genre, ma promotion, on n'était que des femmes. C'était la première année où c'était comme ça. J'avais que des femmes entre 23, 35, quelque chose comme ça. J'étais vraiment le bébé du truc. Et non, mais c'était cool. Bah oui, parce qu'en général, tu peux être encore une fois la chouchoute. Hein, Ouais, la chouchoute ou la casse-pied ou qui agace un peu, tu vois. Parce que je me rendais pas compte. Maintenant, je le vois, je me dis, mais c'était insupportable. En fait, il y avait plein de choses pour moi qui étaient faciles et qui étaient de l'ordre du mais c'est logique en fait, tu vois. et ça énerve ce genre de personnage des fois Mais clairement. quand toi tu galères derrière. Ouais. Et en plus, en fait, la formation que j'ai faite, c'est-à-dire qu'il y avait 2 cursus. Le cursus de prof, enseignement pédagogique, des danses latines, blablabla, et le cursus danseuse-interprète. Et moi, non, moi, ça m'intéresse pas du tout d'enseigner. Moi, je veux danser. Moi, j'ai pas envie d'être prof. Mais vu que le prix de la formation en solo et le prix des 2 combinés était pratiquement le même, ma mère me dit, bon, bah, fais d'une pierre deux coups, fais la formation complète. Ok, pourquoi pas. Et en fait, c'est là où ma deuxième vocation a pointé le bout du nez, qui est l'enseignement. En fait, j'étais super douée pour tout ce qui était péda. C'était clair pour moi. C'était Pédagogie, tu veux dire? Ouais. Oui. Ouais. Ça, c'est dans le truc de péda. On est déjà dans le truc. J'adore, pardon. Non, mais je trouve ça drôle. Au contraire. Oui. Donc, toi, t'avais une facilité à expliquer. À expliquer, à voir où est-ce que ça pêche, à voir c'était quoi la problématique et à la rendre claire, en fait. Tu vois, à trouver la solution. Et c'était, mais je t'assure, ça m'intéressait même pas à la base. Alors pour moi, c'était facile, mais c'est évident et je comprenais pas pourquoi les autres parfois elles disaient des réponses. Pour moi, c'était à côté de la blague. J'étais là genre mais tu vois pas, c'est évident, tu vois. Mais bon bref. Ça c'est quand on est dans sa zone de génie entre guillemets. Ça nous paraît tellement évident. Je viens d'avoir 18 ans, je suis là, je suis que avec des femmes beaucoup plus matures que moi, plus d'expérience et je comprends pas parce que pour moi, elles sont plus grandes donc du coup, elles doivent savoir plus que moi, mieux que moi. Donc c'est bref. Et c'est tellement facile Oui. que, effectivement, pour les autres, quand c'est pas le cas, je pense qu'il y a des dents qui grincent, quoi. Ouais, et puis en plus, voilà, j'étais super immature aussi. Donc en tout cas, tu te dis, c'est pas mal quand même. Ouais, ça me plaît parce que je suis douée. Je suis douée dans un truc. Tu vois, je me dis, c'est cool. Oui, parce que jusqu'à présent, t'avais pas trouvé ton endroit où justement c'était facile. Donc c'est chouette. Ouais. J'ai des facilités pour tout ce qui est enseignement, etc. Donc mes professeurs et formateurs s'en aperçoivent. Et l'année d'après, ils font que de m'appeler à chaque fois qu'ils ont un remplacement. C'est moi qu'ils appellent. À Salsa-Bord. Ouais. Pour remplacer des profs. Ouais, pour remplacer, voilà, Agnès, elle peut pas y aller. À Véronica, est-ce que tu peux me remplacer? Donc je commence comme ça à donner mes premiers cours. Et l'année d'après, on me donne mon cours régulier, des créneaux réguliers à moi. Pas beaucoup, mais quand même. À 19 ans, quoi. À 19 ans. Génial. À Salsa-Bord. Génial. Ouais. Ah ouais. Et là, comment ça se passe? Tu prends beaucoup de plaisir? Ah, moi, j'adore. Après, je fais mes premières expériences aussi, dans le sens où, bon, une chose, c'est de savoir enseigner, etc., d'avoir plutôt des facilités. Une autre chose aussi, c'est, tu vois, ton relationnel quand même avec les gens. T'es un groupe de personnes qu'il faut cadrer, qu'il faut gérer. Donc, on va dire que j'ai fait mon expérience. Au début, mon enseignement maintenant a rien à voir entre guillemets avec comment j'ai commencé. Donc ça a été beaucoup d'expérience sur le tas en fait avec les gens. Parce que c'est beaucoup aussi une histoire de... En fait,
les gens qui viennent prendre un cours de danse, ils viennent pas juste prendre un cours de danse, tu vois, ils viennent vivre une expérience, passer un bon moment, se sentir peut-être valorisé à travers l'apprentissage d'une discipline. Il y a plein d'autres choses, d'autres paramètres. Sortir de ton quotidien. Ouais. Il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en compte et que quand tu débutes, en tout cas moi, aussi à mon âge, avec la maturité que j'avais à ce moment-là, je percevais pas forcément et que j'ai appris au fur et à mesure, en fait, tu vois. Et donc, tu fais donc des cours, mais si j'ai bien compris, tu donnes des cours de danse aussi dans des centres culturels, des entreprises. C'est-à-dire que ils sont énormément sollicités, ils ont beaucoup de contrats avec... j'ai enseigné à Alstom, je sais pas si tu vois. C'est The compagnie, ok. Oui, voilà. Ouais. Donc, c'est des grosses entreprises qui ont un gros CE avec un gros budget, donc voilà, qui font plein d'activités pour leurs salariés, etc. Donc on t'envoie un petit peu partout. Tiens, il y a tel cours de CE à tel endroit. Donc ça veut dire que tu gagnes bien ta vie, tu commences à être reconnue. Ça va. Après, tu vois, ça fluctue. On est beaucoup de profs, tu vois, donc j'ai quelques cours, en plus les CE, machin. Donc je fais mon petit bout de chemin comme ça. Et à ce moment-là, j'enseigne principalement ce qu'on appelle le mambo, tu vois, la salsa portoricaine qu'on appelle ici, la salsa cubaine et la bachata. Le mambo, tu s'appelles ça la salsa portoricaine? Ouais, on va rentrer dans des aspects très techniques, mais oui. Mais tu vois, pour moi, c'était la salsa porto. Ok, très bien. Quand est-ce que tu décides de partir? Alors, pendant que j'étais avec le fou, j'ai arrêté la danse. J'étais serveuse dans un restaurant colombien qui était le restaurant d'une amie à ma maman. Et un de ses neveux était venu lui rendre visite de la Colombie. Et il avait ramené des cassettes, je ne sais pas pourquoi, de compétitions qui se faisaient à l'époque, c'était des cassettes VHS de compètes de salsa, chose qui est super populaire en Colombie, hein. Ça se fait depuis toujours. Il a mon âge, on fait ami, voilà, machin, il est colombien et tout. Bref, il me parle de plein de trucs qui font partie de ma culture, mais j'ai pas grandi là-bas, tu vois. Donc moi, j'ai toujours eu cette espèce de... je sais pas, de lien, d'amour. En tout cas, ça m'intéressait. Je me sentais fière d'avoir des origines colombiennes. Ça a toujours été quelque chose duquel j'ai été très proche. Et je sais que c'est pas le cas de toutes les personnes qui ont des doubles cultures ou double nationalité, parce que j'ai le cas de mon frère qui, lui, il est moitié chilien, il s'en fout. Mes cousins aussi, ils sont beaucoup plus français, ils parlent même pas la langue et tout, tu vois. Donc moi, non, j'ai toujours été très proche de mon côté latino. Et donc, du coup, ça m'intéressait. Et en plus, on parlait de danse, etc. Et un jour, il vient à la maison et il ramène les cassettes. Et donc, on dit, tiens, regarde, on va voir les vidéos, etc. Et ma mère aussi, à chaque fois qu'elle raconte cette histoire, elle me dit, j'ai vu la lumière dans tes yeux et tout. Là, j'ai vraiment compris que c'était ta passion, c'était ta vocation. Parce que quand elle a voulu faire du théâtre, ma grand-mère, elle n'était pas trop chaude, tu vois. Donc, elle s'est reconnue un petit peu. Et du coup, elle m'a dit, j'ai senti qu'il fallait que je te soutienne, tu vois, que je t'appuie dans ton projet. C'est beau, ça, c'est chouette. Ouais. Non, j'ai eu la chance qu'elle ne reproduise pas la même chose que sa mère a fait avec elle, parce que sa mère lui a dit, non, mais le droit, le théâtre, ça se ressemble, tu vois. Évidemment, c'est tellement proche. Tu dois jouer un personnage pour défendre ton client et tout, tu sais. Non, mais tu vas voir, c'est pareil. Tu vas jouer un jeu, c'est génial. Voilà, exactement. Tu serais payé pour ça beaucoup plus, en plus. Ouais, exactement. Ça va être bien, t'inquiète pas. Elle avait eu cette expérience-là, donc du coup, clairement, elle voulait pas reproduire la même chose pour moi. Et quand elle m'a vue regarder, en fait, tu vois, elle était là, c'était un peu une scène extérieure. Elle était témoin de cette situation. Elle était témoin de la situation. Et quand j'ai vu ça, je suis restée scotchée, en fait. Ça m'a subjuguée. Je m'en rappellerai toujours. C'est vraiment... je me suis dit dans ma tête, non, mais c'est ça que je veux faire. C'est comme ça, c'est ça que je veux faire. C'est comme ça que je veux danser, c'est ça. Et c'est resté, en fait, dans ma tête. Donc après, à ce moment-là, à Paris, il y avait personne qui faisait de la salsa colombienne. Il y avait qu'une seule dame qui s'appelle Maritza, qui donne encore des cours ici à Paris. C'était la seule, vraiment la pionnière, qui a commencé à enseigner le style de salsa colombien ici. J'aimerais que tu me dises un petit peu la différence. Pour beaucoup, il y a de la salsa, c'est de la salsa. Ouais. Explique-moi. Ils ont raison. Certains côtés, ils ont raison. Alors, quels sont les points communs et quelles sont les différences? Parce que là, quand tu vois cette vidéo, le style, ouais. Tu parles de la colombienne, donc toi, tu sens que c'est autre chose. Ouais. Explique-moi les différences. Ok, alors,
C'est super que je me fasse cette question parce que c'est un point qui est important pour moi. Alors la salsa, c'est avant tout un genre musical qui regroupe pas mal de sous-genres d'ailleurs. Les musiciens t'expliqueront ça beaucoup mieux que moi. Mais en gros, la salsa, c'est un style musical. Et ensuite, dans différents pays, les pays qui ont produit le plus de salsa, où la salsa a vraiment pris beaucoup de place. Tu vois, on parlait par exemple du Chili, oui, toute l'Amérique du Sud, mais il y a vraiment 3 pays d'Amérique du Sud où la salsa a pris une place majeure. On va dire Cuba, Porto Rico et la Colombie. Et dans ces 3 pays, la manière dont les gens ont commencé à danser ce même genre musical a été différent. Et en fait, c'est là où réside la différence de style. C'est pas dans la musique. Ça, c'est important pour moi de le préciser parce que, surtout en Europe, les gens confondent beaucoup. Ils pensent que si l'orchestre est cubain et que ça sonne plutôt cubain, il faut danser d'une certaine manière. Non, la rythmique de base reste quand même la même. C'est ta manière d'interpréter la danse, donc dans la spécificité du style, qui va varier. Et on va dire que dans ces 3 pays, la manière de danser la salsa, elle s'est développée d'une manière un peu différente. Pour te caricaturiser un peu, comme ça, très très caricatural, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bien sûr, on va aller faire les grandes lignes. Je précise pour que personne vienne m'attaquer en commentaire et non mais c'est pas ça machin. Parce qu'on sait qu'il y a des guerres, on le sait. Ouais, moi j'adore tous les styles de salsa, je danse tous les styles de salsa, casino, mambo, caleña, il n'y a pas de souci. La base reste la même, la base rythmique reste la même, d'accord ? On va dire que la salsa cubaine a été influencée beaucoup par le folklore traditionnel des Cubains, qui est beaucoup dans l'afro. Dans la manière de bouger, c'est très fluide, beaucoup de mouvements corporels, etc. Et voilà, des passes en couple, mais très influencé aussi par leur afro, leur danse traditionnelle. On est d'accord que c'est comme ça que c'est né la salsa. C'est les esclaves qui sont venus finalement à Cuba, ouais. Et ils ont développé la salsa. En fait, c'est clairement un mix, c'est-à-dire que la musique européenne, des Européens, tu vois, le piano, il n'y en avait pas à Cuba ni en Afrique. Les cuivres, tu vois, tout ce qui est saxo, machin, ça n'existait pas. Tout le monde a ramené un petit peu de sa culture. Tu vois, le métissage s'est créé du coup à Cuba, où on a ramené des esclaves africains qui sont venus avec leurs tambours, leurs traditions, leurs rythmiques, qui se sont mélangés avec la musique qu'écoutaient les colons, la musique traditionnelle européenne, le sonnet, le machin, et avec les peuples autochtones aussi. Donc en fait, tout ça, ça a fait un espèce de mix qui a créé une autre culture, qui est maintenant la culture latino-américaine, qui est vraiment le mix de ces 3 choses-là, en fait, de ces 3 cultures, entre guillemets. Si j'ai bien compris, tu me dis si je me trompe. Donc ça a commencé à Cuba et ensuite, ça s'est élargi à l'Amérique latine. Alors ça a commencé à Cuba et aux États-Unis. C'est-à-dire que tu vois, Cuba, c'était un petit peu les vacances des Américains. C'était clairement les Américains, ils étaient là, quoi. Et c'est à travers tout ça qu'à Cuba, ils ont commencé à créer des cabarets, des shows, des machins. Et il y a beaucoup de migration, en fait, entre Cuba et les États-Unis, notamment New York, où il y a une grosse communauté latino-américaine de Cubains, Dominicains et Portoricains. Et en fait, réellement, le rythme mère de la salsa est né à Cuba, mais la salsa, à proprement dit, c'est concocté à New York. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup aussi d'un autre style, du style new-yorkais, quoi. Ouais, le style new-yorkais qui est très proche du style portoricain, parce que bon, je me dirais les États-Unis et Porto Rico, bon voilà, il y a un lien. Et le style portoricain, il est comment ? Alors, il faut savoir que c'est que en France qu'on appelle ça salsa porto. À l'international, on appelle ça soit salsa en línea, donc les latinos, on appelle ça salsa en línea parce que ça se danse sur une ligne. Le pas de base est un peu différent. Et je vais le mettre ensemble. Portoricaine, mambo, New York style, on va dire que c'est le même style, avec des petites spécificités, etc. Mais c'est le même style. D'accord ? Donc, c'est un style qui va se danser en ligne, qui est beaucoup plus proche des danses de salon. Donc la posture, les spins, tout ce qui va être tour, etc. Tu vas avoir dansé des styles de danseurs porto, mambo, New York style. Ils vont pas descendre au sol, être dans un body move extrême comme les Cubains. C'est beaucoup plus cadré, linéaire, ça ressemble plus à une danse de salon et ça se danse en ligne. À ça vient s'ajouter un 3e style qui est
colombien, mais en vrai, ce serait mal dit parce que c'est vraiment spécifique d'une ville, tu vois. C'est de Cali. Ce style, il s'est développé à Cali parce que Cali, c'est à côté d'un port. Historiquement, il y a quelque chose qui fait qu'à Cali, la salsa s'est développée beaucoup plus que n'importe où d'autres en Colombie. Tu vois, à Bogota, on va pas spécialement danser la salsa comme ça, tu vois. À Medellín, quand même, un peu. À Medellín aussi. Maintenant, on va dire que dans toutes les grandes villes, comme je t'ai dit, maintenant, la salsa, on la danse partout, même pas qu'en Amérique latine. Donc, voilà. Mais vraiment, à Cali, c'est impressionnant. C'est le genre musical qui vit et qui fait encore vivre la salsa pour même d'ailleurs beaucoup de musiciens, de chanteurs de salsa, d'orchestres de salsa très connus, ils le disent. La salsa à Cali, c'est une religion, tu vois, c'est autre chose. Tu sors, dans le taxi, tu vas écouter de la salsa. Dans la tienda, dans le magasin où tu vas écouter de la salsa, tu vas passer devant les bars, c'est de la salsa, tout le monde écoute de la salsa. Donc c'est vraiment le genre musical qui se vit, ça fait partie de la culture, tout le monde écoute de la salsa depuis tout petit. Les petites filles, elles sont inscrites dans des écoles de salsa, les petits garçons vont soit dans des écoles de salsa, soit au foot. Mais voilà, c'est le style musical qui vit. Tu as énormément de groupes qui chantent de la salsa, qui produisent de la musique, et tu as énormément de productions artistiques qui produisent des spectacles de salsa, et toute une industrie autour de ça, des collectionnistes, tout ce qui est las modistas, celles qui font les costumes pour tous les danseurs, etc. Donc il y a vraiment toute une économie, en fait. Une économie autour de ce style musical et de cette danse. Et du coup, le style, alors c'est un style qui est beaucoup plus dynamique et qui est très axé sur le jeu de jambes. D'accord ? Donc, si on va faire des similitudes, ça va s'apparenter plus dans les tours au style cubain, parce qu'on va utiliser beaucoup d'énergie ceux qui s'y connaissent un peu techniquement, ils vont comprendre. Dans tout ce qui est énergie de ressort et élasticité, quand tu vas danser en salsa cubaine, tu vas le retrouver aussi en salsa caleña. Mais ce que tu vas pas retrouver, ça va être tous les jeux de jambes. C'est vraiment la rythmique et la musicalité qui se retransmet sur les jeux de jambes et qu'on fait d'ailleurs en couple. D'accord ? Par exemple, en Porto, il y a un moment où les danseurs se lâchent et chacun fait un peu son solo de son côté, ce qu'on appelle les shines. Et c'est le moment où tu vas faire ton jeu de jambes, ton styling, et ensuite on revient dans la danse à deux et on reprend. En salsa caleña, il n'y a pas ça. Il n'y a pas un moment où on se lâche et chacun fait son solo. Non, on danse toujours en couple et les jeux de jambes, on va les faire ensemble. Et c'est ça qui est assez spectaculaire, c'est-à-dire que tu vas voir la musicalité vraiment avec les petits pas que les danseurs vont marquer. Ils vont essayer de marquer le plus possible, s'il y a un solo de percussion à ce moment-là, reproduire exactement les mêmes sons mais avec leurs pieds. C'est assez impressionnant. Et c'est donc hyper technique. C'est assez technique, c'est très technique, alors que c'est une danse quand même qui est née dans la rue, c'est très empirique. Après, ça a été influencé par les danses autochtones de là-bas, tout ce qui est arrivé aussi du cinéma mexicain. Si tu vois encore des films en noir et blanc de cette époque, tu reconnais pas mal de choses et tu dis « Ah bah tiens, tout ça, c'est arrivé ». Après, retracer l'histoire de l'influence, de comment ça s'est développé, c'est très compliqué parce ça vient de partout. Mais oui, c'est assez technique, c'est dynamique surtout. Moi, j'aime bien utiliser ce mot-là parce que souvent, on se dit que c'est rapide, mais pas forcément. C'est-à-dire que ça dépend de la musique sur laquelle tu vas danser. T'as pas besoin de danser vite pour que ce soit de la salsa caleña. Et je veux faire une grande parenthèse là-dessus aussi. Dans la salsa caleña, il y a deux manières qui se sont développées pour la représenter. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce qu'il y a à salsa caleña de show, tout ce qui est développé en compétition, etc. Et salsa caleña social. Et moi, je fais vraiment le distinguo entre les deux parce que c'est vrai que quand tu tapes salsa caleña sur YouTube, tu vas tout de suite tomber sur des acrobaties, des choses spectaculaires. Et c'est vrai, ça fait partie du style, mais c'est le courant professionnel, le courant compétitif. Ouais, qui est beaucoup moins accessible du coup. Clairement. Quand tu vas dans une fête, les gens ne dansent pas comme ça. Et heureusement, parce que t'imagines où ce seraient tous des virtuoses. Il faut beaucoup de place. Et ouais, il faut beaucoup de place aussi. Donc voilà, ça je tiens aussi quand même à le préciser. C'est-à-dire qu'en fait, comme je t'ai dit, il y a une grosse industrie qui tourne autour de la salsa. Et en Colombie. En Colombie, ouais, à Cali notamment, et maintenant dans toute la Colombie. Et en fait, rapidement,
Les premiers danseurs qui étaient un peu plus virtuoses que les autres de manière empirique, ils ont commencé à faire des espèces de petites compétitions, mais dans les fêtes, tu vois. C'était à un moment donné, le meilleur gagne une bouteille ou un truc comme ça. Oui, un challenge, quoi, un petit Ouais. défi. Et en fait, ceux-là, ils se sont dit, mais tiens, pourquoi est-ce que j'enseigne pas, tu vois, je vais me faire un peu de thune avec ça. Forcément, il y a un petit business qui s'est créé. Et au fur et à mesure, en fait, chacun a créé son école de danse. Le truc a pris un peu plus d'ampleur. Ils ont formé des gens et ensuite, ça a créé tout un truc compétitif, en fait, entre les écoles de danse, en sachant que dans le monde entier, les premiers congrès ont commencé à apparaître. Les premiers, d'ailleurs, se sont faits à Porto Rico. Les congrès Bacardi, etc. Bon, ça, il y a plein d'histoires sur YouTube sur lesquelles on peut mieux se renseigner là-dessus. Mais en fait, c'est-à-dire que tout le milieu de la salsa dans le monde a commencé à s'organiser et à créer ces événements, les congrès, des compétitions, etc., etc. Et en fait, la salsa caleña, elle est arrivée un petit peu tard là-dessus, parce que pour des histoires qu'on connaît un peu tous, pour les Colombiens, c'était compliqué de voyager, d'avoir des visas et de pour des raisons politiques. Ouais, exactement. Et d'accéder justement à ces congrès qui se faisaient à Porto Rico, qui est quand même une annexe d'un peu des États-Unis. Donc voilà, il faut un visa américain. Plein d'autres compétitions qui se faisaient aux États-Unis, parce que comme je t'ai dit, en vrai, la salsa est quand même née d'une certaine manière à New York, tu vois. Donc il y a énormément de culture salsa de tous les latinos, hispaniques, latino-américains qui vivent aux États-Unis. Et il y a des courants d'ailleurs qui se sont développés dans les grosses villes, duquel je suis tombée amoureuse parce que comme plein d'autres danseurs, LA Style, Los Angeles, New York, machin. Et pour les Colombiens, c'était très compliqué de voyager à ce moment-là. Donc le style colombien, le style caleño, il a été visible, et peut-être que là on va arriver à ta prochaine question quand on va parler des champions du monde, avec ce couple-là qui n'était pas en Colombie et qui ne connaissait pas. On a découvert, entre guillemets, la salsa caleña à travers eux, dans cette première compétition qu'ils ont pu faire à l'international. Caleña, ça veut dire quoi? De Cali. Tout simplement. Exactement. Tu vois, nous, on est des Parisiens, parce qu'on vient de Paris. Et los caleños, c'est les gens de Cali. Ça prend tout son sens, du coup. Donc, tu vois en tout cas cette cassette et tu as un espèce de coup de foudre. Ouais. Tu as terminé tes études. Ouais. Comment est-ce que tu décides de partir à Cali? Alors, je termine mes études et je dis que moi, j'ai envie de faire de la salsa caleña. Je veux vraiment, en plus, tu vois, c'est de mes origines, je me sens un peu genre, ça vient de chez moi et tout, un truc un peu identitaire aussi. Et je commence à chercher et je tombe sur cette femme que je te dis qui enseigne encore ici à Paris, Maritza, qui a son école. Et donc, du coup, je vais à un de ses cours des plus avancés en me disant, peut-être que je vais pouvoir me former, etc. Bon, j'y vais et le niveau, c'est pas le niveau que moi, je recherche. Donc, je me dis, c'est pas encore ça que je veux. Je commence à chercher, c'est l'époque de YouTube, Facebook, etc. Je commence à chercher plein de choses sur Internet. Et en fait, comme plein de monde, je tombe sur la vidéo qui a été virale aussi, d'un couple qui s'appelle Ricardo et Viviana. Et en fait, c'est le premier couple de danseurs colombiens qui gagne un championnat à l'international. Et ce championnat, en plus, il devient viral parce qu'en fait, il est diffusé sur une chaîne de sport qui existe encore, qui s'appelle ESPN. Bon, à l'époque, cette compétition internationale, elle est diffusée sur cette chaîne-là, tu vois. Donc, y a plein de gens comme moi qui, pour la première fois, voient de la salsa caleña, entre guillemets, comme ça, à un niveau compétitif. En plus, c'est les Colombiens qui gagnent, alors que personne les connaît. Ça fait un boom. Et moi, qui suis en train de rechercher ça, je tombe amoureuse de ce couple-là. Sur YouTube, tu vois pas mal de choses qui commencent à apparaître. Il y a plein d'autres couples aussi qui sont là. Mais vraiment, surtout le style de cette danseuse qui est très féminin. Elle est quand même... La salsa caleña, en compétition, c'est un style qui, comme je te dis, est assez dynamique, spectaculaire. Et donc, du coup, parfois, les danseuses, elles ont une certaine rigidité parce que, vu que c'est tellement rapide, il faut être archi gainé. Et elle arrive à allier cette technicité, cette rapidité, mais en gardant une grâce et une élégance et une souplesse quand même dans ses mouvements. Donc moi, je tombe amoureuse, quoi. Et je commence à chercher partout, je trouve leur page Facebook, etc. Et je dis, mais maintenant, moi, je veux faire ça. On commence à regarder pour faire, tu sais, fille au père en Colombie, pour que je puisse partir. Et en gros, voilà, c'est ça l'idée.
Comment tu fais? T'arrives à devenir fille au père? Bah, en fait, le seul truc de fille au père que je trouve, c'est à Bogota. Et c'est pas là, tu vois, où je veux aller. Et je dis, mais non, c'est pas là. Du coup, il va falloir que je puisse le financer, tu vois. Donc, je me dis, bon, je vais travailler de telle date à telle date. Et si j'arrive à faire un certain montant, que j'avais fait des espèces de calculs, je pars. Et entre-temps, je les ai trouvés sur Facebook, l'école de danse, parce qu'entre-temps, ces champions du monde-là, ils ont créé leur école de salsa qui s'appelle Estilo y Sabor, qui existe encore toujours. Elle est plus dirigée par l'un des danseurs, et c'est juste la danseuse qui a gardé l'école. Ricardo, il a fait son chemin ailleurs. Mais cette école existe toujours. Donc je les trouve, j'envoie un message, voilà, je suis de France, je veux venir apprendre avec vous, etc. Je crois qu'ils ont cru que c'était un gag. Je m'étonne. Quand j'envoie ce message, je débarque à Cali. Tu vois, pour eux, c'est l'inverse, quoi. C'est nous qui sommes en Colombie qui voulons aller en France. C'est pas vous, en France, qui voulez venir ici, tu vois. Au début, personne ne me répond. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui me répond, qui me dit, bah écoute, quand tu seras là, passe à l'école. Tu vois, mais clairement, ils m'ont pas pris au sérieux du tout. Moi, je le prends au pied de la lettre. Ah bon, bah ok, quand j'arrive, c'est bon, tu vois, ils m'attendent, quoi. Véronica va donc tout quitter. Elle réserve un billet pour Cali, pas de plan B, pas de contact. Juste une envie viscérale qu'elle ne peut plus ignorer. Et ce qu'elle va vivre là-bas dépasse tout ce qu'elle imaginait. Des entraînements à couper le souffle, des scènes qui ressemblent à des rêves et un choc culturel qui va redéfinir sa façon de danser. Dans la deuxième partie, elle nous racontera comment elle est entrée dans l'élite de la salsa caleña, a foulé les scènes les plus emblématiques de Colombie avant de s'envoler pour le Japon, New York et revenir à Paris avec une mission, transmettre la salsa de Cali. Alors si ce voyage vous a touché, abonnez-vous dès maintenant au Sens de la danse et laissez 5 étoiles, un commentaire. C'est ça qui permet au podcast d'exister et d'aller à la rencontre de ses parcours. La suite arrive dès dimanche prochain et d'ici là, prenez bien soin de vous.